Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Michael Ferrari, qui est notamment le fondateur de l'Académie Esprit Riche et qui a surtout été pour moi l'un de mes premiers mentors, notamment dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier. Donc, ça va être plaisir que je t'interviewe aujourd'hui, Michael. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire surtout à l'heure actuelle maintenant à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, pour me présenter brièvement, je suis Michael Ferrari et moi je suis, en fait j'accompagne les gens à créer leur liberté financière. Alors la liberté financière c'est un peu galvaudé, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire se créer des sources de revenus alternatives et passives par rapport au CDI, et notamment au travers des choses que sont l'immobilier principalement, et puis la bourse avec l'approche plutôt dividende et l'aspect entrepreneurial sur Internet, puis même dans l'immobilier, c'est une forme d'entrepreneuriat. Donc moi, c'est ce que je fais et du coup, ça s'adresse à beaucoup, beaucoup de monde, mais ça va parler vraiment aux gens qui, je pense, qui nous ressemblent, tu vois, c'est-à-dire des gens entre 25 et 45 ans et qui ont un job, donc ils ont déjà une situation voilà, en place, mais il y a de l'insatisfaction dans le boulot, soit parce que à cause du salaire, soit à cause du type de boulot, soit à cause des contraintes du boulot, et puis même, j'ai même beaucoup de gens qui sont contents de leur boulot, mais voilà, ils se disent, j'ai pas envie de faire ça jusqu'à 64 ans, quoi. Donc voilà, ça regroupe pas mal de, pas mal de gens différents, mais avec l'idée de se dire, ok, je me prends en main, je prends mon argent en main. L'argent, c'est pas un sujet tabou, je peux m'en occuper. Et en fait, c'est sortir du schéma où l'État régit ta vie de A à Z, s'occupe de ta retraite, de ta santé, de tout, de ton job. Quand tu n'as pas de job, elle te paye. Voilà, c'est de sortir de ce truc-là et de se dire, OK, si je faisais des trucs par moi-même, qu'est-ce que ça pourrait donner? Si je me prévoyais d'avoir, au lieu de. Parce qu'on sait les statistiques, par exemple, à la retraite, on sait qu'un retraité, il perd entre 25 et 50% de ses revenus, selon le salaire, son statut et tous les trucs compliqués pour lesquels on est très fort. Mais en gros, c'est ça, tu perds un quart à la moitié. Donc, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je mettais en place des choses pour ne pas perdre du tout de salaire à la retraite, ou même si je voulais m'arrêter avant. Enfin, voilà. Ça peut recouvrir plein d'objectifs différents, plus ou moins agressifs, plus ou moins à long terme, selon les gens. Et justement, toi, finalement, comment t'en es arrivé à te consacrer justement la liberté financière? Tu disais que ton objectif, c'est d'apprendre aux gens à gérer leur argent eux-mêmes, à pas être dépendants, comme tu l'as dit, de l'État. Comment t'en es arrivé, toi, à cette réflexion-là? Est-ce que tu t'es retrouvé, finalement, tu étais avant dans la situation des personnes que tu accompagnes à l'heure actuelle? Ah oui, complètement. Alors moi, historiquement, ce qui a fait que je me suis intéressé à tout ça, c'est que quand j'étais adolescent, mes parents sont tombés en surendettement. Donc ils avaient des petits salaires, donc ils sont ouvriers et ils géraient pas super bien leurs finances. Et puis il a suffi voilà qu'il y en ait qui tombent au chômage pour que tout de suite c'est l'engrenage. Et puis voilà, donc là moi ça m'a interpellé et je me suis dit ok, j'ai pas forcément envie de vivre comme ça. Comment je peux faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment et tout ça. Et donc voilà, ça a planté une petite graine, mais cette graine, moi, a mis très longtemps à germer, puisque j'ai quand même fait des études longues. Après, j'ai été salarié pendant un peu plus de 2 ans. Et après, j'ai été indépendant. J'ai monté une activité indépendante. Donc là, j'ai mis, entre cet événement-là et puis ce que j'avais commencé à apprendre à faire, j'ai mis vraiment beaucoup d'années à mettre en œuvre les choses. Euh, et donc, voilà, moi, c'est ces faits-là. Et effectivement, quand j'étais salarié, c'est là vraiment que j'ai été le plus frustré, quoi. Pour moi, le salariat, ça a été assez dur. Le premier job que j'ai eu, je me souviens, j'étais en prestation de service chez Renault et je tombe sur un autre prestataire comme moi, mais le mec, tu sais, 45 ans, désabusé, mais il assume. Tu vois, il était en mode le boulot, de toute façon, c'est bidon. Mais moi, je suis OK avec ça. Il abordait les choses comme ça. Donc, il me dit, dès le premier jour, il me dit, tu sais, les trucs marrants de l'école, c'est fini maintenant. Donc, en mode, Donc finalement, voilà. il assumait complètement le fait que lui Ouais, avait une vie qui lui convenait pas du tout, mais il l'assumait finalement complètement. ouais, c'est ça. Donc, en gros, il me disait, je vais te mettre à l'aise, je vais t'expliquer comment ça marche. Prends mon parti et tu verras que finalement, ça va bien se passer plutôt que de lutter et d'espérer des trucs. Donc, moi, ça m'a pas trop plu. Et en fait, du coup, pendant ces 2 ans et demi de salariat, il y a eu des phases intéressantes. Il y a eu des équipes ou des projets intéressants.
Mais globalement, c'était passager. Et globalement, bah, en fait, voilà, je me rendais compte que j'étais dans une coque de noix. Et puis, quand le projet se terminait, on m'envoyait ailleurs. C'était très difficile même d'évoluer. Je voulais aller dans des directions, apprendre des trucs. On me disait non, tu peux pas le faire. Enfin, voilà, c'était super frustrant. Et au final, quand je mettais tout bout à bout, alors j'avais un salaire qui était correct parce que j'avais quand même un job assimilé ingénieur. Mais même en prenant ça en compte, je me disais, OK, enfin, ça fait tant d'années d'études, bac plus 5, machin, et au final, c'est quoi ta vie? Tu vis dans 30 mètres carrés à Paris, avec un salaire correct, mais voilà, avec ton salaire, tu peux même pas acheter de quoi te loger correctement dans Paris, quoi. Ou même à côté de Paris. Ça voudrait dire prendre les gens qui achetaient, je voyais, bah, c'était des gens, c'était papa, maman qui leur filaient 100 000, 200 000 euros. Ou c'est des gens, voilà, donc c'était pas des gens comme moi. Et donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? Et donc le premier pas le plus évident pour moi à faire à l'époque, c'était de me dire, ok, je suis prestataire de service, j'ai des compétences, j'avais développé une bonne expertise tout seul en prenant du temps pour moi, en apprenant des techniques, etc. Je me suis dit, ok, le pas évident, c'est de passer indépendant. Donc de prendre mes compétences. J'assume les risques de dire s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de salaire. Mais par contre, s'il y a de la presta en face, je garde tout pour moi, quoi. Ça ne sert à rien de verser une partie à une boîte qui finalement ne m'apportait pas grand-chose. Et le fait déclencheur, vraiment, c'est derrière, j'ai commencé par tester des grosses boîtes de services en tant que salarié. Et après, je suis allé dans une petite boîte où là, bah, c'était beaucoup mieux. Mais malgré tout, dans cette boîte, c'est passé un truc. J'étais sur un projet une fois. Ça, je ne sais pas si je n'ai pas forcément beaucoup raconté ce truc-là, mais j'étais dans un projet une fois et chez un client qui était un peu limite psychopathe. Il y a des clients comme ça qui usent des prestataires et qui les virent, qui les mettent sous pression, ce genre de truc. Donc moi, j'arrivais après 3 personnes et en fait, bon, le mec, forcément, il a reproduit ça. Et donc moi, j'ai dit OK. Donc moi, je me retourne vers ma boîte en disant voilà, faites quelque chose parce que là, moi, on va pas continuer sur un projet comme ça. Et en fait, ils m'ont laissé me démerder. Et je me suis dit OK, si en étant dans une petite boîte comme ça où on connaît très bien, je connaissais très bien mon patron évidemment parce qu'on travaillait souvent ensemble et tout. Si même dans ce genre de cas, j'ai pas de support opérationnel, de soutien, de me dire tu vois quoi aux caisses. Ça ne sert à rien même dans une petite boîte. Donc du coup, voilà, tout ça a fait que consultant indépendant, et ça a bien marché parce que j'ai multiplié mon salaire par 3 ou 4, quoi. Mon salaire net. Hein. Donc en brut, j'avais j'avais beaucoup plus, puis je gardais la moitié, mais ça faisait quand même un fois 3, fois 4 par rapport à mon salaire. Donc c'était très bien. Et donc voilà, après, le fait d'être indépendant a beaucoup d'inconvénients. C'est le fait que si tu n'es pas présent, tu n'es pas payé. Donc, tu vois, du coup, la réflexion avançant, je me suis dit, OK, maintenant que j'ai ça, j'ai fait ce truc-là, ça me va, c'est une page que je peux tourner. Il y avait un côté aussi, et c'est aussi d'ailleurs quelque chose qui revient beaucoup chez les gens que j'accompagne, c'est de se dire, si par exemple, je me mets à vivre de l'immobilier, qu'est-ce qui devient de toute ma carrière, mes études, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis, tout ce qu'on m'a mis dans la tête, où je me suis mis dans la tête et que j'ai mis 10 ans à accomplir, quoi. Tu vois, entre les études longues, plus ta carrière, les premiers jobs, les postes que tu fais, machin, tu construis un plan de carrière, quoi. Et c'est un peu moi ce qui m'est arrivé aussi en me disant, OK, je suis consultant indépendant, j'ai une expertise de niche, qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? Est-ce que je suis prêt à le jeter pour faire autre chose? Pour avoir de la liberté, pour avoir un autre style de vie, tout ça, tout ça. Donc, le temps que tout ça, ce chemin se fasse, et puis petit à petit, j'ai commencé à mettre en place des choses, et puis j'ai basculé après entièrement voilà, sur ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et quand tu as commencé à basculer justement sur ce que tu fais à l'heure actuelle, tu l'as dit au tout début, le côté de liberté financière est un petit peu galvaudé. Des fois, je suis complètement d'accord là-dessus. On oublie un petit peu la réalité des fois pour arriver, je trouve, à cette liberté financière. C'est quoi, toi, si tu devais retenir 2-3 principaux challenges que tu as eu à partir du moment où tu t'es dit, bah, je commence à mettre les choses en place? C'est quoi quand tu as lancé ta société pour te dire, bah, j'ai plus envie d'être juste indépendant et que bah, quand je ne suis pas là, je génère plus de gains et je génère des gains que quand je suis là, et mettre des choses en place pour que ça s'automatise beaucoup plus? C'est quoi les principaux challenges que tu as rencontrés à ce moment-là? Alors, il y a un challenge essentiel, pour moi, c'est de trouver un positionnement.
c'est-à-dire savoir ce que tu vas proposer comme service ou produit et savoir à qui tu vas le proposer et du coup comment t'en parles et tu vois donc c'est vraiment trouver ça parce que c'est en gros l'allocation courte durée qu'à la montagne enfin ils sont voilà il y a des gens qui se spécialisent de plus en plus pour essayer de se démarquer c'est normal et c'est une stratégie qui marche bien et donc il y a cet aspect-là et puis derrière il faut que le marketing soit bon parce que ça c'est un truc aussi essentiel c'est que on peut vendre des mauvais trucs avec du bon marketing, mais un bon produit, il ne se vendra pas s'il n'y a pas un bon marketing. Voilà, donc le marketing est essentiel, c'est une pierre incontournable. Et c'est bien, tu m'ouvres à ma seconde question, justement. Ça va être quoi, justement, concrètement pour toi, un bon marketing? C'est quoi parce qu'il y a toutes sortes, là encore, de marketing. Ça va être quoi pour toi, un bon marketing, justement? Ah ben, enfin, ce qui fait qu'un marketing marche, c'est que derrière, ça convertit. C'est-à-dire ça prend un prospect et ça transforme en client. Ça, c'est le seul indicateur qui compte. C'est-à-dire que si c'est un bon marketing, c'est pas forcément un beau marketing. C'est pas forcément des trucs jolis, visuellement réussis. C'est plus un truc où tu entres dans la tête de tes clients, tu les comprends de manière intime et on dit souvent tu les comprends mieux qu'ils se comprennent eux-mêmes. C'est-à-dire que tu es capable de décrire la vie d'un de tes prospects lambda et la personne, elle dit ça, elle se dit comment il le sait quoi. Comment tu es au courant? Comment tu es au courant que je passe une demi-heure le matin dans ma voiture et que sur le trajet, je suis en train de me dire que c'est pas la idée que je voulais, ceci, cela, enfin voilà, peu importe l'histoire, mais voilà, c'est de vraiment bien comprendre ton prospect et donc un bon marketing, c'est ça, c'est que tu comprends super bien ton prospect et tu es capable de lui parler, tu es capable de lui montrer que tu l'as compris parce que un bon marketing, c'est pas un marketing où tu vas démontrer par A plus B que tu as la solution, c'est pas ça, c'est vraiment prendre le prospect de là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire souvent dans une situation de douleur ou de peur ou de frustration, lui dire voilà, je pense que tu vis ça, et si c'est ça, ben voilà, je t'ai compris et voilà comment je vais pouvoir éventuellement t'aider. Ok, donc vraiment prendre le temps de définir bien son offre, d'arriver à partir de sa personne pour se différencier de ses concurrents et prendre le temps vraiment de réfléchir sur son avatar finalement. Ça serait les trois grands piliers que tu conseillerais maintenant sur une personne qui part de zéro et qui se lance sur Internet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu conseillerais à une personne comme ça qui démarre de zéro, outre ce qu'on a déjà énormément évoqué là? Ouais, après, il y a alors, si on parle de business purement Internet, il y a après, il y a des questions un peu plus stratégiques de comment. Moi, je viens d'un monde et d'un milieu où la stratégie, c'était le contenu gratuit. Donc, moi, c'était, tu vois, le blog, on diffusait beaucoup de contenu, ou les vidéos, beaucoup de contenu gratuit, dans l'idée de dire, OK, tu apportes d'abord de la valeur, et après, éventuellement, il y aura dans la masse des gens qui te regardent, certains qui seront intéressés pour aller plus loin. Ça, c'est une des approches, mais ce n'est pas la seule. Et donc, c'est pour ça qu'il faut voir en gros, si la personne aime créer du contenu. Moi, c'est un truc que j'aime écrire, j'aime faire des vidéos, donc c'est facile. Et parce que c'est pas la seule approche. On peut tout à fait dire, ok, j'ai l'approche où je vais partir uniquement sur de la publicité, je vais acheter du trafic, je vais travailler comme ça. C'est une autre manière de travailler, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est toujours ce que j'essaye d'expliquer à mes clients, c'est qu'il n'y a pas une seule et unique manière, comme un petit peu finalement dans l'immobilier, il n'y a pas qu'une seule et unique manière d'investir dans l'immobilier, il n'y a pas qu'une seule et unique manière de faire du marketing. Et je pense que le plus important, c'est comme tu l'as dit, c'est de trouver finalement ce qui correspond à toi au lieu de se forcer à se dire, si c'est à la mode de créer du contenu, donc moi je vais aussi créer du contenu, alors qu'en soi, ça nous embête plus qu'autre chose et qu'on n'est pas fan de la création de contenu. Ouais, carrément. Et en plus, il y a des effets de mode. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, tu vois, faire des articles écrits, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. Donc, et pour moi, c'est pour ça que je pense que ça redevient une bonne stratégie. C'est-à-dire, comme il y a beaucoup moins de gens qui le font, c'est-à-dire que si tu le fais, et si tu le fais bien, ça va te démarquer. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'est écrire des articles il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, quand tout le monde s'était mis à écrire des articles. Là, aujourd'hui, par exemple,
il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire des vidéos. Tu as la vidéo, tu as le podcast aussi qui est en train d'exploser. Donc, est-ce que c'est le moment de faire ce genre de truc maintenant? Pourquoi pas? Ça peut sûrement marcher, mais je pense que tu vois, dans l'approche stratégique et dans les fondamentaux, ce qui marche bien, c'est de faire des choses et d'utiliser des moyens qui ne sont pas utilisés par 90% de tes concurrents aussi. Donc, c'est un élément que j'aime bien, moi, ajouter en termes d'approche stratégique. Moi, quand j'ai commencé mon blog, il n'y avait pas beaucoup de blogs. Donc, forcément, ça marchait, c'était lu, il y avait du trafic facilement. Le mec qui est arrivé 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, bah, c'est pas la même histoire, quoi. C'est intéressant parce qu'on en revient finalement à ce que tu disais avant sur le côté imitation égale suicide, entre guillemets, quand on lance un business. Là, ça va être la même chose. Si on suit un effet de mode pour faire comme tout le monde, bah, finalement, c'est peut-être plus une erreur qu'autre chose, alors qu'on peut prendre ses propres modes à soi qui nous conviennent et qui sont peut-être où il y a beaucoup moins de concurrence là-dessus. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu vois, je connais pas mal je connais quelques personnes qui ont des business qui fonctionnent bien et ils utilisent Telegram. Telegram, c'est pas très utilisé. Il y a très peu de gens qui connaissent, mais tu peux vraiment gérer des groupes, par exemple, sur Telegram, et tu as une connexion avec ta communauté qui est énorme. Donc, tu vois, un mec qui veut se lancer sur un secteur ou un autre, peu importe, qui se dit, moi, je vais monter ma communauté sur Telegram, ah bah, ça va être différencié de tous les 90 mecs qui ont monté des groupes Facebook que personne ne lit plus, avec des notifications noyées dans les notifications de tous les autres trucs. Enfin, tu vois, c'est là où il faut avoir développé une intelligence pratique de terrain et ça vient soit en échangeant avec d'autres personnes, soit en creusant les sujets. Et voilà, il faut pas hésiter à aller sur des choses comme ça, surtout au départ, surtout quand tu dois te lancer, quand tu dois te différencier, quand tu dois construire ta communauté, c'est surtout là que c'est important. Depuis le début, on parle beaucoup de marketing, d'entrepreneuriat. Tu es également un investisseur immobilier très chevronné. Quels sont pour toi les points communs? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais quels sont pour toi les 2-3 grands points communs qu'il y a justement entre un investisseur immobilier et justement un entrepreneur? Ah oui, alors il y a plein de points communs dans le sens où, alors dans l'immobilier, tu peux vraiment avoir une approche, on va dire, assez passive dans le champ. C'est-à-dire tu prends un service clé en main et quelqu'un va te trouver un bien et te le rénover et tout ça. Donc en gros, tu réfléchis pas trop. C'est une forme d'investissement, mais pourquoi pas, hein, ça crée du patrimoine et c'est bien. Mais tu peux avoir l'extrême opposé où tu es impliqué dans chacun des détails. Et là, effectivement, il peut y avoir pas mal de liens avec l'entrepreneuriat dans le sens où, en fait, quand tu vas visiter un bien, c'est un projet. Donc, tu peux, le bien avec son emplacement, avec sa configuration, tu vas pouvoir imaginer quelque chose, un projet pour un type de population donnée. Donc, tu vois, c'est ton offre, tu vas monter une offre et tu vas derrière mettre en place des processus pour que ce soit, mis en œuvre. Et c'est pareil, les parallèles qu'on peut faire, c'est que dans l'immobilier, par exemple, tu as des gens qui font tout eux-mêmes, ils font les travaux eux-mêmes. J'en connais un qui fait ça, il y passe toutes ses soirées, les week-ends et tout ça, c'est son approche. Voilà, c'est une approche. Et on peut faire le parallèle avec l'entrepreneuriat où tu as le mec, il fait tout lui-même de A à Z et il continue comme ça parce qu'il pense que c'est la meilleure stratégie, il paye moins cher les travaux et ça lui va dans son approche. Il s'est créé une cohérence autour de tout ça. À contrario, si tu veux monter une équipe d'artisans, leur déléguer pas mal de choses, tu peux choisir d'être impliqué dans le pilotage du chantier ou pas. Voilà, il peut y avoir plein d'approches différentes. Donc, on peut faire les parallèles en termes de délégation, en termes de créer une offre qui soit adaptée au marché local, dans le fait aussi d'innover un peu, parce que dans l'immobilier, alors ça reste un secteur assez classique, mais tu peux innover un peu dans les matériaux, dans les configurations, dans la décoration, et même dans l'offre. Il y a un truc qui émerge depuis 2-3 ans, c'est tout ce qui est co-living. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît un peu la colocation et c'est d'ailleurs, ça commence à être un peu en saturation dans certaines villes. Mais le co-living, c'est un peu l'étape du dessus et c'est une forme d'innovation dans l'immobilier. Alors, ça va rester anecdotique, hein, ça va pas, tout le monde ne va pas faire du co-living et ça ne va pas répondre à tous les besoins, mais ça va correspondre à une catégorie particulière de personnes qui ont des besoins comme ça,
de co-living. Alors, co-living, en gros, c'est la colocation, mais packagée, quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment tous les services potentiellement dedans, avec la femme de ménage, avec la personne qui vient même te remplacer tes draps. Enfin, voilà, c'était un mi-chemin entre l'hôtel et la colocation. Enfin, c'est un niveau en plus avec des espaces communs. Et voilà, mais ça reste du marché de niche. C'est comme, c'est comme, en fait, je faisais le parallèle avec les voitures électriques. J'avais entendu une conférence sur ça là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Oh non, c'était l'année dernière. Et il y a le gars je sais pas, de BMW, il disait ouais, enfin, vous êtes gentil avec les voitures électriques, tout le monde en parle, mais c'est 1% du marché. Voilà. Donc, il a dit, OK, c'est l'avenir, on y va, mais ça ne sert à rien de s'énerver parce que c'est 1% des ventes. Donc, vous êtes bien gentil, mais on ne va pas non plus baser toute notre stratégie sur 1% des ventes. Donc, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que tu peux avoir un positionnement en tant qu'entrepreneur, dire, OK, moi, je vais aller sur un truc extrêmement niché, co-living. Ça va s'adresser à un marché très particulier et tu peux être positionné là-dessus pour après étendre ton offre sur des trucs plus classiques. Voilà, donc, on peut faire plein de parallèles autour de ça et après, il peut même y avoir de la créativité. Par exemple, et puis, je réfléchis en même temps, il y a des formes d'immobilier qui sont vraiment de l'entrepreneuriat, notamment si tu fais de la location courte durée. On est vraiment dans une forme d'entrepreneuriat parce que tu exploites un bien. C'est-à-dire c'est plus de la location d'habitation, c'est vraiment de l'exploitation commerciale. Et là, tu montes une boîte. Quand tu en as un ou deux, tu peux gérer ça tranquillement. Mais quand tu veux en avoir plus de 3, 4, 5, et surtout quand tu ne veux pas tout faire toi-même, en fait, tu te retrouves à monter une boîte. Vraiment, de A à Z, une boîte de service qui fournit de l'hébergement. Donc, tu n'es pas un hôtel parce que tu n'as pas les mêmes contraintes, tu n'as pas les mêmes attentes, même ça ne répond pas aux mêmes attentes pour les clients. Mais par contre, c'est un vrai business, c'est-à-dire que c'est tous les jours, il y a des choses qui arrivent et tous les jours, il faut traiter, corriger, voilà. Donc, tu disais il y a un moment, un passage qui m'a intrigué, tu parlais de colocation justement, enfin moi je fais aussi de la colocation, je crois que tu en fais également. Tu disais que ça arrivait par exemple un petit peu à saturation, comme des fois on peut croire d'ailleurs à un marché dans l'entrepreneuriat que ce marché-là va arriver à saturation. Qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là, si on reste toujours sur l'exemple de l'immobilier par exemple? Ok, je sens que la colocation commence à arriver à saturation. Qu'est-ce que tu conseilles de faire dans ces cas-là? Est-ce que ça va être finalement de te dire, c'est à saturation peut-être dans cette ville, donc je vais aller voir dans d'autres villes si c'est pas à saturation. Changer complètement de modèle, mais se dire que oui, le co-living, c'est peut-être une bonne chose, mais que c'est que 1% du marché, comme tu le disais. Qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là quand tu sens qu'un marché commence à être à saturation finalement? Voilà, après, tu pars sur des stratégies classiques de pivot, quoi, d'entreprise, où tu te dis, OK, c'est quoi les atouts que j'ai et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, concrètement, sur un marché colocation, tu as une approche qui va être de dire, OK, il faut, une approche très simple, c'est de dire, il faut créer des colocations qui aient plus de personnalité. Pas forcément beaucoup plus cher, ou alors tu peux aller sur du haut de gamme en termes de population, mais déjà si elles ont vraiment une personnalité beaucoup plus marquée, c'est-à-dire c'est plus les appartements avec une couleur pastel et 3 accessoires, tu vois, donc ça demande un peu plus de réflexion là pour pareil connaître à qui ça va s'adresser. Donc c'est d'aller sur des trucs un peu plus nichés. Donc tu niches, voilà. Si tout le monde fait de la colocation comme tout le monde, toi tu niches. Ou alors tu vas en proposer effectivement là où il y en a pas ou moins, avec le risque que il va y avoir peut-être moins de demandes et puis peut-être qu'un jour ça sera saturé aussi. Et puis après, il y a une troisième possibilité qu'on ne connaît pas. Il faut toujours garder cette porte ouverte, c'est de dire, OK, je suis au contact des colocs, je vois ce qu'ils demandent, je vois pourquoi ils viennent, pourquoi ils partent, et c'est essayer d'identifier finalement qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour inventer un nouveau modèle, une déclinaison peut-être de la colocation, mais peut-être autre chose. Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait inventer autre chose et toujours pareil, se démarquer. Donc après, si on reste sur du classique, typiquement, il risque d'y avoir une pression sur les prix, puis une pression sur les délais de relocation.
mais si on se démarque, si on se dit, tu vois, on pourrait très bien imaginer que tu crées une colocation dédiée plutôt avec une ambiance plutôt masculine. Tu vois, tu vas mettre un baby, tu vas mettre des machins qui plaisent plutôt aux hommes, et puis tu peux de la même manière créer une colocation plutôt féminine, où là tu vas créer plutôt quelque chose, alors sans tomber dans les clichés, mais tu vois, quelque chose qui va plutôt parler à une clientèle féminine, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'avais vu des exemples, par exemple, aux États-Unis où des colocations se créent de plus en plus. C'est une colocation spécifique pour entrepreneurs et freelance, finalement. Et donc, ils ont, Exactement. dans cette colocation, finalement, on n'a plus un salon, entre guillemets, classique, mais c'est leur open space qui fait un mixte, en fait, entre l'espace de coworking et la colocation classique, finalement. Ouais, ça c'est super classique. San Francisco, je pense que c'est le truc classique de la maison avec les 3 chambres et puis le, le- le salon qui fait coworking. Ouais, ben, c'est un super exemple, hein. Tu vois, si tu crées un truc comme ça, je pense que ça peut vraiment bien marcher de créer un bel espace, mais du coup, voilà, il faut l'adapter toujours pareil aux besoins de ces types de populations où là, ils auraient besoin d'avoir une belle table, d'avoir des conditions aussi qui permettent le travail, qui permettent que les gens puissent manger à côté sans se déranger. Voilà. Mais c'est des idées, je pense, qui se travaillent. Et c'est vrai que les gens dans l'immobilier, alors c'est vrai que surtout quand on débute, on veut reproduire un modèle, mais donc les gens n'osent pas trop aller sur des choses comme ça un peu différentes. Mais je pense que dès que tu es dans des villes où c'est adapté, tu peux te permettre de faire des trucs comme ça et du coup, ça te singularise énormément, quoi. Et sur l'immobilier, j'avais juste une dernière question là-dessus. Sur ces 12 derniers mois, 24 derniers mois, je crois que tu as mis, enfin, je te laisserai confirmer, bien sûr, un énorme coup d'accélérateur justement dans tes investissements. Qu'est-ce qui a fait que tu as donné ce coup d'accélérateur finalement, alors que finalement, tu avais déjà quand même de nombreux biens et que l'entrepreneuriat marchait assez bien pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as donné ce coup d'accélérateur supplémentaire en termes d'investissement immobilier? Oui, c'est vrai que j'ai pas mal fait de choses ces 2 dernières années. Alors j'ai plus les chiffres en tête exacts, mais j'ai dû doubler mon patrimoine, je pense, où je devais avoir une vingtaine de biens et j'ai dû passer, je suis à 40 biens aujourd'hui. Ce qui a fait, c'est une combinaison de choses. J'étais sur un marché qui s'y prêtait bien, j'avais les financements facilement, enfin, assez facilement. Généralement c'était un mail, un dossier, puis c'était bon. Euh, et puis stratégiquement dans mon approche, moi j'ai toujours eu dans l'idée de dire il vaut mieux développer le plus de patrimoine immobilier le plus tôt possible pour qu'après ça roule, ça se rembourse, et puis après soit tu revends, soit tu le gères, tu l'exploites et tu encaisses des loyers, quoi. Et voilà, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Donc j'avais réuni ces conditions-là, et puis moi j'avais l'objectif d'arriver à un niveau de loyer. Voilà, je visais 15 000 euros de loyer mensuel. Et je voulais atteindre cet objectif parce que pour moi, c'était un objectif et de me dire, OK, c'est le niveau de loyer que je veux avoir en mode passif. Je ne fais pas de location courte durée, mais juste avec de l'exploitation plutôt passive sur le pilier immobilier. Voilà. Donc, c'était l'objectif et c'est pour ça que j'ai accéléré un peu dessus. Puis après, ça s'est fait au gré de ce que j'ai trouvé, évidemment, parce qu'il faut trouver des projets qui s'y prêtent. Et comme j'étais dans une phase où je voulais, sur ce marché-là, j'étais présent, et puis après, je voulais déménager, comme aujourd'hui au Portugal. Et donc, je voulais boucler un maximum de projets avant de bouger. Donc finalement, plusieurs idées se sont embriquées en même temps pour que tu passes à l'action comme ça. Sur cette notion justement d'avoir plusieurs idées ou plusieurs projets à la fois, c'est ma dernière question pour cette interview. C'est comment tu arrives justement à gérer cette phase entre l'immobilier et l'entrepreneuriat et arriver à gérer finalement, donc c'est à 3 mois dans l'année